Je vais essayer de ne pas faire une revue de catalogue. Quelques conflits d'intérêts pour cette présentation sur les CTO. Voici la liste de matériel que je communique au centre quand je vais faire du proctoring, qui est relativement simple. C'est du matériel, la plupart, que tout le monde a, avec quelques spécificités. Voici le plan de ma présentation. On va parler des cathéters guides, des microcathéters, des guides, des ballons, et puis des autres choses, sans oublier la base. Donc la base des cathéters guides, c'est premièrement avoir un bon support et un bon support passif avant tout. Le support passif, c'est essentiellement la courbure et le diamètre. Pourquoi? Pour permettre toutes les techniques possibles, parce que, comme l'a dit Thierry, on peut partir pour une technique simple qui va se compliquer ou qui va se complexifier. Deuxième chose, c'est, j'ai oublié de dire, mais c'est un double cathéter. 2 cathéters guides, bien entendu, un antégrade qui va être probablement plus souvent plus gros, et un rétrograde 6F minimum. Là, je suis en désaccord avec Thierry, parce que si on a du 5F rétrograde et qu'on a une thrombose contralatérale, on va avoir du mal à passer un thromboaspirateur. Il faut bien choisir ce cathéter guide, ces cathéters guides, et pour ça, le meilleur, c'est l'algorithme hybride qui va nous dire quelle est probablement, selon l'anatomie qu'on a en face de nous, la technique qui va marcher dans notre cas. Est-ce que c'est antégrade, est-ce que c'est rétrograde, ou est-ce qu'il faut utiliser de la dissection réentrée? Et on sait que plus une lésion est calcifiée, longue, tortueuse, échec auparavant, plus on va avoir recours à des techniques de dissection réentrée, et moins la technique de guide va marcher, et donc il faut au minimum un set French antégrade. Ensuite, il faut connaître les compatibilités, donc je vous renvoie à cet article de Intervention qui les dit bien, mais même si on fait que de la technique de guide, si on veut utiliser l'imagerie, il faut du 8 French. Ce qui pose certains problèmes, surtout si on veut travailler en radial, puisque vous voyez qu'ici, le diamètre élevé des cathéters fait chuter drastiquement la possibilité de travailler en radial. Donc on a quelques armes, comme le sheetless, qui fait diminuer le point de ponction et le traumatisme dans l'artère. Et c'est un problème si vous êtes une femme ou si vous êtes un asiatique, puisque vous voyez qu'il y a moins de 40% des personnes qui peuvent recevoir un cathéter 8 French. Donc l'industrie nous a aidés là-dedans, avec notamment des introducteurs de très bon calibre. Et je voulais souligner celui de Terumo, les Slender, notamment 7 French, qui est très utile. Et puis les sheetless, Asahi 6 et 7, qui ont peut-être un petit défaut d'être trop hydrophiles. Donc nous, au début de notre courbe d'apprentissage, justement, avec les dissections réentrées, on a développé des techniques de sheetless 8 French. Vous voyez, on a un double abord radial, 6F à gauche et bientôt 8 French à droite, mais avec un introducteur qui fait seulement 6 French. On va utiliser cette sonde, qui est une sonde diagnostique de carotide, qui fait 125 cm de long, de Cook, qui est très hydrophile et qui sert de dilatateur. Et grâce à cette technique, on va pouvoir utiliser votre cathéter de tous les jours, quelque marque que ce soit, pour travailler avec un bon support passif notamment, et du 8 French, avec un point de ponction qui est aux alentours de 6 French. Donc on est en train de prouver que c'est efficace, aussi efficace que la fémorale dans le registre Recharge. Ce papier vient d'être soumis. On a fait environ une centaine de cas. Avec Cordis, on avait travaillé également avec Yves Louvard et d'autres médecins américains sur un dispositif sheetless qui va arriver sur vos tablettes dans quelques semaines, qui a l'avantage de pouvoir être utilisé avec n'importe quel type de cathéter, notamment celui que vous utilisez habituellement. Il va arriver en 5, 6 et 7 French. La longueur de ces cathéters, est-ce que ça doit être une longueur normale ou une longueur courte? Une longueur courte, oui, de 90 cm, la plupart des cas en rétrograde, ou alors vous utilisez une extension de cathéter, et ça résout beaucoup de problèmes, comme dans cette CTO de l'IVA qu'on vient de faire chez un de nos confrères, où on était un petit peu court parce qu'il y avait une très longue collatérale épicardique, et le microcathéter était trop court. Donc on va avancer notre extension de cathéter jusqu'à la lésion, et rentrer notre microcathéter dans l'extension de cathéter, et à ce moment-là, on est safe et on peut utiliser un guide d'extension RG3. Ou alors, vous pouvez faire une intubation active. Typiquement, dans ce cas de CTO de la circonflexe, on est passé par le pontage mammaire séquentiel, et vous voyez ici ma sonde, c'est une XB 3,5-5F. Je vais revenir en arrière, parce que ça ne passe pas. Une XB 3,5-5F qui est très profondément intubée sur un ballon, ici à droite, cm, et on va aller s'intuber extrêmement profondément, extrêmement activement,
pour pouvoir faire ici une technique de reverse cart dans la circonflexe. Ensuite, il y a les microcathéters. Là, c'est pareil, la base, c'est bien définir ce dont on a besoin et l'algorithme hybride va nous le dire. Est-ce que c'est antégrade, rétrograde? Est-ce qu'on a besoin d'un bon profil? Ou est-ce qu'on a besoin de traverser des collatérales comme les dilatateurs de septal, le Corsair ou le Turnpike, le Fine Cross et sa grande famille avec le Micro 14, le Caravelle, les microcathéters double lumière qui peuvent être utiles parfois, les microcathéters qui sont orientables également, les microcathéters qui sont tressés, comme le Tornus et le Turnpike Gold, et d'autres microcathéters comme le Crossboss dans les dissections réentrées, dans les rosténoses intrastent. Ici, un exemple de microcathéter double lumière pour réentrer dans la lumière principale, non pas réentrer, mais rediriger un guide qui a franchi la CTO. Et à la sortie de la CTO, il y a une bifurcation. Donc c'est une technique où on n'a pas envie d'enlever le guide principal. Les microcathéters pour franchir des septales, et là, il y a eu énormément de progrès avec le pionnier qui est le Corsair, énormément de progrès, et on arrive à passer dans des septales ou des collatérales épicardiques de plus en plus fines. Mais toutes ces techniques peuvent être faites, réalisées avec très peu de matériel, finalement, avec 2 guides et un microcathéter, comme ici dans ce cas-là, en rétrograde avec un Corsair qui va être vissé dans les septales et dans les collatérales. Ensuite, les guides, pardon, je suis passé un peu trop vite, regardez bien, il y a marqué, notamment Thierry, danger de mort. Danger de mort, pourquoi? Parce que les guides, c'est ce qui tue les patients, parce que quand ça perfore et qu'on fait suivre des devices sur ce guide, ça peut faire des perforations et ça peut faire des tamponnades. Donc il faut faire attention, il faut être prudent et il faut bien les connaître. Il faut en avoir très peu, à mon avis, ça c'est la base. Il faut avoir ces guides et pas ceux du voisin, pas ceux, on dit ce guide est super. Il faut vraiment bien les connaître et je dirais il en faut un par famille, un par grande famille. Et il faut le shaper correctement. Voici les 5 grandes familles. Donc il faut absolument, comme disait Thierry, un guide effilé polymérique. Donc c'est la famille du Fielder XT. Et je voudrais dire un mot spécial pour le Fielder XTA qu'on a complètement remplacé. Le Fielder XTA qui a plus de torque et un pouvoir de pénétration un petit peu plus élevé. Il y a les guides donc de haut support, de haut torque comme les Miracle. Il y a les guides polymériques non effilés, le Pilote 200. Je crois que c'est vraiment un guide très important. La famille des Gaia, mais avec une courbe d'apprentissage non négligeable. Des guides de ponction ou de pénétration qui sont effilés et agressifs, Progress et Confianza. Et puis il y a les autres qui sont plus confidentiels mais importants à connaître, le RG3 pour faire une extériorisation et le Sion pour surfer les septales. Je pense qu'on peut rapidement, et sur les données de la littérature, effacer la famille des Miracle et compagnie parce que l'escalade de guide va être beaucoup plus rapide et tout ceci avec une sécurité qui persiste. Moi, je dirais qu'il faut 3 guides, un Fielder, un Pilote, un Confianza, ça c'est ma boîte à outils. Mais voilà, un guide de chaque famille, ça suffit. Et puis les autres, c'est le RG3 et le Sion pour surfer les septales. Le Sion, c'est vraiment un game changer pour la rétrograde parce que c'est un guide très peu agressif qui va, comme en braille, palper ces septales, les surfer, et on va arriver très facilement à surfer les septales en toute sécurité. Donc voilà, ça c'est un cas de rétrograde qui illustre pas mal de choses, le surfing septal. Après, on va visser le microcathéter qui est spécialement dédié pour dilater les septales, avoir un bon support rétrograde. Grâce à ce bon support, on va pouvoir ponctionner la chape distale. Ici, c'était impossible de passer de vraie à vraie lumière, notamment prédictif par la longueur de la lésion. Donc on a fait un reverse cart qui était aidé par une extension de cathéter qui facilite grandement la réalisation. Et puis en fait, comme on était passé par une petite collatérale septale puis épicardique qui n'était pas la branche principale, on a utilisé un cathéter double lumière. On eût pu le faire sans ça, mais ça nous facilite grandement la vie pour ne pas perdre la lumière principale de l'artère qu'on vient de disséquer. Vous voyez par où on est passé par cette collatérale qui n'était pas malheureusement la coronaire droite distale, mais une branche rétroventriculaire droite. Les ballons, on ne va pas s'étendre, mais il y a plein d'excellents ballons sur le marché, des micro-ballons avec d'excellents profils. Spécial attention au Tazuna et au Saphir qui ont un profil exceptionnel, parfois mieux que le microcathéter. Le microcathéter ne franchit pas, le micro-ballon va passer. Et puis des ballons spéciaux qui arrivent sur le marché, là, le Trapper de Boston,
qui est un ballon de trapping qui est intéressant puisqu'il peut être réutilisable et solide. Les autres devices qui sont plus rarement utilisés mais qu'il est bien d'avoir dans son CATLAB, c'est des lassos, plutôt trifoliés. Il faut savoir aussi préparer la lésion. Le rotablator est plus souvent utilisé dans les CTO. Manager les complications avec des coils, comme vous voyez ici en bas à gauche, qui n'étaient pas une CTO, les stent grafts et savoir drainer un péricarde et l'avoir à proximité. Ici un exemple, par exemple, c'est classiquement des ostias. Ici un ostium de coronaire droite où le guide a franchi, mais il faut aller le récupérer puisqu'il est difficile de l'amener dans le cathéter antégrade. Un petit hors-sujet, mais le matériel de base indispensable, c'est d'avoir les connaissances. Il faut lire, je vous encourage à lire. Moi, c'est ce que j'ai fait au début, il y a quelques années. J'ai lu beaucoup. Le livre de Stéphane Rinfret est spécialement à jour et spécialement bien. Vous pouvez aller, maintenant, les livres sont remplacés par Internet, InCatLab, etc. Vous avez tout, les supports, et en plus, vous avez des lives et des cas pratiques, ce qui est important. Et puis, il y a les congrès, bien entendu, que vous connaissez. Et puis l'autre hors-sujet que je voulais dire, le matériel de base, c'est l'accompagnement, le proctoring, c'est capital, et c'est ce qui va vous repousser votre zone de confiance plus loin. La raquette ne fait pas le tennisman, mais ça y contribue parfois, en tout cas l'industrie nous fait croire ça. Voici ma toolbox minimale, c'est des cathéters de gros calibre, 7 French, un micro-cathéter que vous choisissez, et je vous encourage à le prendre 150 cm, et un microcathéter qui vous permette de faire toutes les techniques antégrade ou rétrograde. Un guide effilé polymérique, un guide polymérique, le Gaia pour réentrer éventuellement et un Confianza Pro pour ponctionner. Et si vous voulez faire tout avec peu de matériel, le Stingray vous le permet pour faire les méthodes de dissection réentrée. Donc vous voyez qu'en conclusion, il n'y a pas beaucoup de matériel, mais que les CTO requièrent plus de matériel. Il faut être vraiment parcimonieux pour créer sa boîte à outils. Et puis surtout, il faut faire la différence entre ce qu'on doit avoir, les Américains le disent parfaitement bien, on doit avoir une trousse à outils dans sa voiture, ce qu'il est bien d'avoir, on peut avoir une belle boîte à outils, et puis ce qu'il est sympa d'avoir, là vous avez vraiment le chariot, donc vous avez le choix, il faut faire un choix. Mais en tout cas, un bon outil est vraiment un outil qui est bien utilisé, et il faut vraiment que le matériel soit bon, mais que aussi la façon dont on utilise le matériel soit bonne, et c'est ça qui est capital. Merci de votre attention. Merci beaucoup Benjamin pour cette présentation extrêmement claire, et je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ce que tu as cité en termes de matériel de base. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors avant la première question, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette matinée, parce qu'on va avoir tout à l'heure une très très belle session de cas cliniques qu'on appelle histoire singulière. C'est des cas qui sont qui ne sont pas communs, qui sortent de l'ordinaire, mais qui peuvent vous arriver. Donc c'est quand même bien d'échanger sur ce type de situation. Ça vous aidera le jour où vous y serez confrontés. D'ailleurs, je demande aux orateurs, après à la pause, de nous rejoindre avec Martine pour qu'on cale bien les questions, les quiz qu'on va poser à la salle. Bon, la discussion est lancée sur ta présentation. Je note que l'histoire est un éternel retour, puisqu'Introducing Catheter, j'avais imaginé ça pour Cordis il y a 20 ans, on l'avait montré ici même à Hightech. Je crois qu'on était deux à l'avoir adopté, c'était Olivier Barre et moi, et puis au bout d'un certain temps, Cordis, trouvant que ce n'était plus rentable, l'avait supprimé. Donc, voilà. Les orateurs suivants. Les questions dans la salle. Petit commentaire. Ta présentation était excellente. Démontre, je pense que mon hypothèse est vraie. Que c'est pour les experts, ça. Mais oui, tu parles une langue différente, c'est des outils différents. Et tu as montré tous les outils, mais pour choisir quel est le minimum et quel est le meilleur, il faut être un expert. Peut-être. C'est pour ça que je suis un peu en désaccord avec Thierry. Que tout le monde, il faut qu'ils essaient un tout petit peu. Oui. Mais ils ne vont pas savoir quoi choisir. Et ça change tous les ans. Tout à fait. Tu as des microdétecteurs nouveaux, des guides nouveaux, tout ça. Alors je pense que ta démonstration est très belle à démontrer que ça, c'est réellement pour des gens dédiés à le faire. Mais je dirais que c'est une hypothèse. Ce qui est intéressant dans les CTO, c'est que pour être provocateur, je dirais que c'est facile d'être un expert si on se remet au pied du mur et qu'on va écouter. Parce que moi, je me rappelle, j'étais avec Bernard Valex et Pierre Meyer il y a, je ne sais pas, 6 ans au CTO Summit. J'aimais bien les CTO, mais je regardais de loin. Je suis arrivé là-bas, vous vous rappelez. Donc Pierre et Bernard, ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ils font des...
en dehors du train et je dis que c'est de la merde, soit je me concentre dedans. Et là, je me suis concentré, je me rappelle, j'ai lu Catheterization qui était dédié à ça, et puis je suis rentré dans ce nouveau monde. Et ce nouveau monde, il était complexe avant, mais il s'est vraiment simplifié. Et il y a les algorithmes qui l'ont simplifié finalement. Grâce à vous, les Américains, qui ont bien simplifié les choses. Et le matériel aussi. Et le matériel. Oui. Oui, je voudrais revenir à mon hypothèse. Et Benjamin a commencé les CTO par voie antérograde pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'un jour, il m'appelle en me disant « J'aimerais bien que tu viennes parce qu'on n'arrive pas à passer au-delà de l'antérograde. » Mais pendant des années, 3, 4, 5 ans, je ne sais pas, il a fait de la voie antérograde et il l'a très bien fait. Donc c'est pour ça que mon bâton de pèlerin, c'est faites de l'antérograde, faites-le bien, avec des outils adaptés, et je vous ai tout montré. Et puis un jour, vous allez faire du rétrograde, vous allez appliquer l'algorithme hybride, mais on ne commence pas d'emblée avec un algorithme hybride, c'est impossible. Donc il faut commencer simple, safe, pas faire de dommages, avec du matériel très simple. Il y a besoin de presque rien. Un microcathéter, un filtre XT, un Gaia 2, 3. Point. Oui, le message. Et après, c'est de l'angioplastie. Mais bien sûr. Donc pendant des années, vous allez tous faire, ceux qui ne font pas de CTO ou très peu, vous allez tous faire de l'antérograde, jusqu'à un moment, vous allez dire, je suis prêt à appliquer la technique hybride. Et là, vous allez franchir les étapes pour devenir un expert. Je suis complètement d'accord avec toi, Thierry, mais il faut quand même rester sur au moins un opérateur par centre. On ne peut pas tous être dessus. Mais par contre, il faut bien qu'il y en ait un qui commence à un moment et là se faire accompagner. Alors, je pense que c'est 2 opérateurs par centre. Il y a quand même 200 centres en France. Donc, ça fait 400 opérateurs susceptibles de devenir des experts dans les années qui viennent. Moi, je ne crois pas qu'il faille diffuser ça dans tous les centres, y compris les centres petits et moyens volumes. C'était inscrit dans les recommandations. Je crois qu'à partir du moment où tu n'as pas suffisamment de recrutement pour garantir une learning curve qui, comme tu l'as dit, d'un centre doit être d'au moins 70 à 100 malades par an, je pense qu'à ce moment-là, il vaut mieux, pour les petits centres, travailler en collaboration en réseau avec des centres experts, ou effectivement les centres haut volume qui n'ont pas encore monté le programme, qui ont effectivement commencé, comme l'a fait Benjamin, par la voie antérograde, à condition d'avoir le mental power. Sinon, il vaut mieux pas. Quelqu'un qui travaille cochon, qui est pressé, qui a de l'abattage à faire, il ne doit pas se lancer là-dedans. Je crois qu'il faut être clair, surtout si on n'a qu'une salle, parce qu'on ne peut pas assumer une phase aiguë et se lancer sereinement, comme l'expliquait Thomas tout à l'heure, dans une CTO. Je crois qu'il faut le dire. Donc, il faut avoir le prérequis, c'est qu'il faut 2 salles, il faut avoir du volume, il faut avoir des opérateurs, comme le disait Frédéric Marco, qui sont des vieux de la vieille ou d'excellents techniciens parmi les juniors. Et puis ensuite, à partir du moment où on démarre comme Benjamin, si on ressent le besoin et qu'on se sent capable de le faire, comme Laurent, il faut lancer un programme. Sinon, on travaille avec des experts qu'on fait venir. Moi, je crois que c'est raisonnable. Du volume, mais là, moi, dans mon expérience de proctoring, j'ai été marqué dans certains centres que je ne citerai pas, mais où il y a des très bons opérateurs. Et c'est marrant parce que la personne qui me fait venir, c'est le chef de clinique ou le jeune PH. Et je suis impressionné par leur qualité d'angioplastie. Bon, ils ont du volume, ça c'est la base, mais surtout, ils ont appris et ils ont acquis cet état d'esprit. L'état d'esprit est très important, il faut l'avoir avant de faire venir. C'est vrai que Thierry, moi quand je t'ai fait venir, j'avais envie, donc j'avais lu déjà et puis c'est allé vite. Mais je me rappelle la première rétrograde que j'ai fait au Canada en 2005, il revenait du PCR, ouais, on a vu les Japonais faire ça, on le fait. Puis on est arrivé en rétrograde et on a fait, mais zut, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de matériel. Donc on était perdus et on n'avait plus les outils. Benjamin, l'imagerie endocoronaire, est-ce que dans ta toolbox, c'est quelque chose qui est complètement à part, qui n'a pas de rapport avec les CTO? Est-ce qu'on peut faire de la CTO sans imagerie endocoronaire? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que oui, mais là, je le dis en face d'Augusto, qui est un pro IVUS. Quand on parle aux Japonais et aux Américains, ils font de l'IVUS dans beaucoup de CTO, dans la plupart. C'est une valeur ajoutée, c'est sûr, mais c'est une courbe d'apprentissage supplémentaire. Les Japonais en font beaucoup pour ponctionner la chape proximale et rester dans la lumière. Et les Américains en font beaucoup aussi pour... Ce qui est passionnant, c'est sizer le stent à ton vaisseau. Ton vaisseau qui a souvent un remodelage négatif qui est monstrueux. Donc c'est le luxe d'en faire. Mais en France, on ne peut pas se le permettre. Quand tu viens de dépenser 1 500 € non remboursés et que tu rajoutes une sonde. Donc nous, c'est surtout pour des raisons économiques, c'est rarissime.